Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur la chaîne French Fantasy. On se retrouve aujourd'hui pour la preview, la revue complète du Tour d'Espagne de la Vuelta et ce sera spécifiquement sur le jeu Vuelta Fantasy. On va faire un petit peu la même vidéo que ce que j'avais pu faire pour le Tour de France, à savoir qu'on va regarder le parcours, voir un petit peu quel type d'étape on va avoir et quels coureurs vont pouvoir s'exprimer. On regardera ensuite la start list avec les différents favoris, les coureurs pépites. Je vous donnerai quelques bonnes pioches qui me semblent intéressantes. Et puis voilà, on parlera un petit peu de stratégie sur cette Vuelta, voir comment on peut essayer de réaliser les meilleures performances en termes de jeu fantasy pour essayer de faire le meilleur classement. Et voilà, à titre personnel, je vais essayer de faire mieux que sur le Tour de France, donc essayer de faire un top 200 peut-être, ce serait pas mal. Allez, on commence sans plus tarder avec le parcours de cette Vuelta 2025 qui partira d'Italie. Il y a quelques étapes en Italie. Je crois qu'on arrive même en France sur une étape et ensuite on basculera dans le nord de l'Espagne et on y restera pendant quasiment toute la durée de l'épreuve puisque vous voyez qu'on descend pas très bas, hein, toute la partie sud de l'Espagne ne sera pas visitée. D'un point de vue global, on voit que, enfin, ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est un tour très montagneux. À la Volta, on a l'habitude de voir beaucoup de profils escarpés et là, c'est à l'extrême. Il y a 4 étapes pour sprinter, dont une qui arrive en altitude. Donc ça fait vraiment 3 étapes pour les sprinters, c'est très très peu hein, sur 21 jours de course. Et ensuite il reste de la moyenne montagne, 6 étapes, 5 étapes de montagne, voilà, donc avec 8 arrivées au sommet, un contre-la-montre individuel en fin de tour et un contre-la-montre par équipe. Voilà. Donc si on regarde maintenant un petit peu plus en détail, on a une première étape donc le 23 août, hein, donc il ne faudra pas rater le départ en Italie, avec une arrivée à Novara sur un parcours relativement plat. Il y a quand même quelques petites bosses pour le maillot du meilleur grimpeur, et donc on aura déjà sans doute des échappées. Et un sprint pour les sprinters. Et voilà, avec l'occasion de revêtir le maillot rouge de leader pour le vainqueur. Donc les équipes de sprinters vont cadenasser la course à mon avis, et voilà, on devrait assister à un sprint massif sans trop de problèmes. Ensuite, la deuxième étape, c'est une étape un peu type Vuelta, c'est-à-dire c'est assez plat. Et à la fin, on a une arrivée en montée. Et ce sera l'arrivée à Limone Piemonte. Une arrivée pas très difficile, mais qui a tendance à augmenter en termes de pourcentage jusqu'à la fin. Voilà, donc on risque d'avoir des punchers hein, pour moi qui vont se jouer la victoire ici. On devrait voir les meilleurs du général, mais il n'y aura pas de différence. Hein. Je pense qu'on aura un petit groupe à l'arrivée. Est-ce que Mats Pedersen peut tenir sur cette étape? Ça va être la question. Sinon, voilà, des coureurs punchers comme Pitcock, comme Ciccone, Vingegaard par exemple peuvent être intéressants. Étape 3. Alors c'est une étape qui est classée d'accidenté, toujours en Espagne, en Italie pardon. Il y a un petit peu de dénivelé, mais pour moi c'est une étape qui doit se finir au sprint. Pour un sprint de costaud. On a c'est vrai une montée de catégorie 2 mais qui est assez loin de l'arrivée. C'est casse-pattes hein, quand même. Mais vu le peu d'occasions qu'il y aura pour les sprinters, je pense qu'on devrait assister à un sprint massif sur un peloton, bon là, pas un très gros peloton, mais un sprint massif quand même. Et pour moi c'est l'étape typique pour Mats Pedersen. Typiquement, voilà, il faut être costaud pour tenir quand même jusque là, mais derrière c'est quand même les sprinters qui vont, ou les punchers sprinters qui vont s'illustrer. Ensuite, étape 4. On arrive en France et on a un début de très haute montagne avec deux très gros cols, le col de Montgenèvre et le col du Lautaret, qui arrivent assez haut. C'est pas très très difficile, enfin quoique le col de Montgenèvre est un peu dur, le Lautaret c'est long mais c'est pas très dur. Et après tout le reste c'est de la descente jusqu'à l'arrivée à Voiron. Donc on aura sans doute une échappée hein, qui va se créer ici, notamment pour les points du meilleur grimpeur. La question est que l'échappée ira au bout ou est-ce qu'on assistera à un sprint voilà, d'un petit paquet. Et voilà, encore une fois ça peut être une étape pour Mats Pedersen
Typiquement, s'il arrive à tenir ou en tout cas basculer pas trop loin, bon, voilà, personne pourra venir le titiller. Et pour moi, les favoris du général vont pas se livrer là. Voilà. Étape 5, on bascule en Espagne cette fois et on enchaîne avec un contre-la-montre par équipe sur 24 km, très plat. Voilà, c'est une distance assez courte, hein, donc il n'y aura peut-être pas de très gros écarts. Et on devrait voir les grosses cylindrées, hein, à savoir la Visma, la UAE, peut-être la Lidl Trek. Voilà, je pense à qui d'autre, la Ineos peut-être. Voilà, qui devrait se jouer la gagne. Ensuite, étape 6 et on commence avec la très haute montagne entre Olo et Andorre. Voilà, donc là on a clairement une arrivée pour costaud, hein, avec 10 km à 6,2% à la fin, des passages à 9%. Clairement, c'est la première étape de montagne, c'est là où les favoris du général vont en découdre. Ensuite, septième étape, on reste sur de la très haute montagne avec cette fois un parcours un peu plus casse-pattes, puisqu'on a pas mal de cols quand même tout au long du parcours, cols de catégorie 1 et 2, et ensuite une arrivée au sommet à Serlère qui est très difficile, un peu en escalier là, avec des replats, enfin même des petites descentes je crois. Donc encore une fois, les favoris du général vont s'expliquer, mais on pourrait avoir peut-être une échappée de costaud qui partira dès le début du premier col là, de Port del Canto. Ensuite, étape 8, on a enfin une étape de plat. Donc on a eu la première étape et la 8e étape. On arrive à Saragosse, bon pas grand chose à dire, pour moi c'est étape de sprinter absolument. Je pense que les échappés ont aucune chance, hein, sur un terrain comme ça. Donc, les équipes de sprinters vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Ensuite, étape 9, on arrive à la station de ski de Valdescaray. C'est l'étape, encore une fois, classique, hein, de la Vuelta. Un petit peu casse-patte quand même sur le début, et puis une arrivée au sommet. 13,6 km, mais assez roulant, donc voilà, peut-être un sprint entre leaders, comme c'est marqué ici. Journée de repos, le 1er septembre, et ensuite on réenchaîne avec quasiment la même étape. On est presque sur un copier-coller. À l'arrivée à Ferial-Laga-Belagua. Et pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que bon, soit on a une échappée et les favoris se désintéressent de la victoire d'étape, soit on arrive avec une arrivée en côte sur des profils grimpeur-puncher. Étape 11, on change un petit peu de profil, cette fois on est sur une étape ultra vallonnée dans le Pays Basque, entre Bilbao et Bilbao, sur un petit circuit. Et on aura l'Alto del Vivero et l'Alto des Piquets, qui était, je crois, l'arrivée d'une étape du Tour de France, la première ou la deuxième, qui avait été remportée par Victor Lafay, qui était parti avec Vingegaard et Pogacar, je crois. Donc on devra avoir vraiment des costauds, hein, qui vont s'exprimer, hein, des Pidcock, vraiment les meilleurs punchers seront à l'avant. Étape 12, on est sur cette fois de la moyenne montagne, puisqu'on a deux cols sur le premier tiers et puis le dernier tiers de l'étape. Pour moi, c'est une étape de baroudeur, hein. Vraiment, on devra avoir un gros col, un gros groupe qui se dégage dès le début, et peut-être que le vainqueur partira dans le dernier col. Ça ressemble un peu aux étapes remportées par Wout van Aert il y a un ou deux ans. Voilà, donc vraiment pour les punchers baroudeurs. Et ensuite, on enchaîne étape 13, on repart sur de la haute montagne encore avec une des étapes reines, c'est l'arrivée à l'Angliru. L'Angliru qui est peut-être la montée la plus difficile au monde. C'est 13 km à 10% de moyenne, avec des passages entre 12 et 15% de moyenne sur les 6 derniers kilomètres, et même des passages à 23%. C'est une horreur. Là, clairement, c'est les costauds. C'est les costauds. Pour moi, c'est vraiment l'étape pour Vingegaard, hein. C'est là où il forgera son titre, à mon avis. Ensuite, on enchaîne avec étape 14. Et vu le profil, on continue sur de la très haute montagne. L'arrivée au plateau de la Ferrapona, Lagos des Somiedo. Encore très difficile, hein, 7 km à 8% de moyenne à la fin. Pareil, je pense qu'on est sur une étape de leader du général. Parce que il y a quand même un gros col juste avant. À voir si peut-être un coureur un peu loin au général essaie de partir de loin. Mais voilà, la Farapona, c'est quand même très très dur.
Ensuite, on enchaîne l'étape 15 avec une étape de baroudeur, donc on va dire moyenne montagne, même plutôt vallonnée. Bah voilà, c'est peut-être une étape pour du Pedersen. C'est une étape pour costaud, hein. Donc là, ce sera peut-être une étape de transition quand même. Ensuite, on enchaîne après le repos, la deuxième journée de repos, l'étape 16 sur de la moyenne montagne jusqu'au Mos Castro des Hervillers. C'est casse-pattes. Pareil, encore une fois, je pense qu'on est sur une étape d'échappée. Parce que c'est pas assez, enfin c'est peut-être pas assez difficile pour que les leaders du général verrouillent la course. Il devrait y avoir beaucoup d'écart déjà en plus. Donc je vois bien des groupes partir et puis des costauds se jouer la gagne à la fin. Étape 17, c'est l'arrivée à Ponferrada, 137 km avec voilà, une montée assez pentue, hein, à Ponferrada. Encore une fois, c'est toujours les mêmes profils d'étapes, hein, donc on risque de retrouver les mêmes coureurs à l'avant. Soit le général, soit une échappée de costaud. Un peu les styles de Ben O'Connor qui partait en échappée. On peut penser à du Marc Soler, ce genre de coureur. Étape 18, on enchaîne avec le contre-la-montre individuel. Donc 36 km. 36 ou... Oui, alors attendez. Je sais pas, 36 ou 27, ouais, apparemment ce serait plutôt 27. Je sais pas s'il n'y a pas une erreur, mais c'est pas une énorme distance, mais bon voilà. Donc peut-être que pour notre ami Filippo Ganna, ça va être l'occasion pour lui de remporter un chrono. Étape 19, on est sur du plat, donc on devrait avoir vraiment un sprint massif. Étape 20, le Bola del Mundo, une étape quasi reine, hein, pour terminer. 3 km à plus de 10%, c'est extrêmement dur. On pourrait avoir des défaillances ici, hein, je pense, hein. On est sur la dernière étape, les corps seront fatigués. Voilà, donc peut-être pour le général, hein, quand même, pour asseoir la légende de Vingegaard sans doute. Et enfin, la dernière étape, ce sera la procession à Madrid avec une arrivée au sprint. Voilà, ça c'était pour le parcours. On enchaîne maintenant avec la start list et les coureurs qui vont être intéressants. Donc j'ai attendu volontairement d'avoir toutes les équipes qui soient au complet puisque ça a mis un peu de temps. Voilà, j'enregistre le 22 et il était temps que les start lists sortent parce qu'on n'était pas encore sûr des différents coureurs. Alors si on regarde du côté d'Alpecin, l'info de dernière minute, c'est Jasper Philipsen qui décide de se présenter à la Vuelta. Jasper Philipsen, donc, qui avait remporté la première étape du Tour de France cette année, qui avait pris le maillot jaune, et qui ensuite était tombé, avait dû abandonner sur l'étape 3 ou 4, et qui revient, qui est pas encore tout à fait au sommet de sa forme, mais il a fait notamment 4ème de la classique de Hambourg. Donc c'est sans doute le meilleur sprinter qu'il y a au départ de ce tour. Et je le vois bien essayer de remporter la première étape pour porter le maillot rouge. Voilà. Derrière, c'est une équipe qui sera vraiment construite autour de lui. On retrouve le fameux Rickaert qui était parti en échappée avec Van Der Poel au Tour de France. Voilà, donc c'est vraiment des équipiers qui sont là. Tout pour Philipsen. On a Vergalito qui, lui, je pense, devrait partir en échappée. On le verra, à mon avis, pendant ces 3 semaines. Mais sinon, bon, pas grand chose à dire d'autre. Ensuite, Arkea BNB Hotel qui va miser sur ses Espagnols, hein, Garcia Pierna et Christian Rodriguez, qui ont été bons sur le Tour de France. À voir leur forme. On peut regarder rapidement. Je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup couru après. Raúl Garcia Pierna et Christian Rodriguez. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, donc Garcia Pierna qui avait bien terminé le Tour de France, 26e au général. Il s'était échappé 3 fois. Voilà, mais qui n'a pas couru depuis. Il est déjà à 59 jours de course, c'est beaucoup. Donc je pense qu'il risque de marquer le pas. Et Christian Rodriguez, bon, voilà, il termine 20e du général sans faire grand chose. Voilà, il a toujours été placé, mais pas grand chose d'autre à dire. 56 jours de course, donc je les vois vraiment aller chercher plutôt des étapes. Enfin, je sais pas, c'est difficile de jauger leur préparation pour ce tour. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qui est intéressant pour moi dans cette équipe, c'est Ver. Alessandro Ver, qui en plus est meilleur jeune.
enfin, il est dans la catégorie des jeunes, hein, tout comme Garcia Pierna. Pourquoi? Parce que déjà, donc lui, il a couru le Giro. Il a couru le Giro et s'est échappé quand même 4 fois, hein, c'est pas mal. Il avait fait une deuxième place à Sestrières, hein, je m'en souviens même pas, mais assez incroyable. Et l'année dernière, on l'avait vu encore une fois s'illustrer sur le Tour d'Italie, trois échappées. Je pensais qu'il avait fait la Vuelta, mais non, peut-être pas. Non. Donc en tout cas, c'est un coureur qu'on verra à l'avant. Donc lui, je le trouve très intéressant. Il coûte pas très cher en plus, hein, il est à 8. Bon, c'est, je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, à garder, faut garder un œil sur ce coureur. Après les leaders, ouais, je trouve qu'ils sont un peu chers sachant qu'on ne sait pas s'ils vont viser les victoires ou plutôt le général. Mais s'ils visaient les victoires, ça pourrait être intéressant de les sélectionner. Ensuite, au niveau de la Bahreïn, on a le leader Tiberi, le jeune, donc 19 crédits, qui est assez cher, moins cher que les autres leaders, mais qui, voilà, je pense, ce sera entre la 5e et la 10e place à mon avis. On a Damiano Caruso, son coéquipier, qui finit toujours bien placé, même si bon, voilà, il fait pas de coups d'éclat. Derrière, j'ai pas grand chose à dire sur cette équipe. Thorsten Train peut être intéressant, peut-être sur des échappées. Et Buitrago, en fin de troisième semaine, pourquoi pas. C'est le profil de coureur qui reste intéressant. On peut voir ce qu'il avait fait sur le Tour de France. Notre ami Buitrago. Ouais, il s'était échappé 3 fois, hein, on avait vu donc. Au Takam, Carcassonne et le Mont Ventoux. Donc il s'est plutôt illustré en fin de tour. Voilà, après bon, 51 jours de course, c'est pareil. Voilà, c'est pas un coureur qui s'échappe énormément, mais après il est surtout assez cher, je trouve. 17 crédits, c'est assez cher. Mais voilà. Ensuite, on a une des équipes invitées qui est la Burgos BH, équipe espagnole, qui aura à cœur de se montrer. Et donc cette équipe, elle m'intéresse très fortement parce que leurs coureurs vont partir en échappée et donc vont rapporter des points assez faciles. Alors de leur côté, moi j'ai repéré 2 coureurs. Le premier c'est Delacaille à 7 crédits qui peut être intéressant. Où est-ce qu'il est notre ami Delacaille? On va aller voir Hugo Delacaille. 21 ans, donc assez jeune. Il sort d'un bon Tour de Norvège, hein, il termine 16e, c'est pas mal. Il s'était échappé au Trobro-Léon assez longtemps, il termine 14e, donc voilà, c'est quand même. Donc ça veut dire que c'est un costaud. On l'avait vu sur le Tour du Pays Basque, voilà, il termine 41e, bon pourquoi pas. Et le Tour des Asturies, il termine meilleur jeune et 4e au général. C'est intéressant, sachant que je crois l'année dernière, je sais pas pourquoi ça ne marche pas, voilà. L'année dernière, il avait été champion d'Espagne des espoirs, je crois. Donc c'est un coureur qui monte. Alors voilà, je pense que ce serait l'occasion pour lui de s'illustrer dans des échappées. Et à 7 crédits, c'est très intéressant. Et le deuxième que j'aime beaucoup, c'est Garcia Pierna, qui a 10 crédits, donc qui est un peu plus cher. Il a 26 ans et il vient de terminer meilleur grimpeur du Tour de Burgos, qui est une des meilleures courses de préparation, avec 2 échappées à la clé. Donc ça c'est très intéressant je trouve. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il a terminé 11e de la route d'Occitanie qui est assez vallonnée. Voilà, après, bon, pas grand chose. Il a 47 jours de course qui reste largement acceptable. Et voilà, c'est un coureur qui s'échappe quand même pas mal. Donc voilà, je trouve intéressant entre les deux. Bon, voilà, peut-être que Delacaille est moins risqué puisqu'il ne coûte que 7 crédits. Mais voilà, je vous conseille quand même de regarder beaucoup sur cette équipe et la suivante, Carrara Rural. Ces 2 équipes, elles sont invitées. C'est des équipes du Tour continental, hein, enfin, la division inférieure. Donc, ils n'ont aucune chance à la pédale et il va falloir qu'ils soient intelligents. Et dans cette équipe, ce qui m'intéresse, alors on a Silva qui est très intéressant, qui est a priori en bonne forme, mais qui coûte cher. Donc, moi j'irais plutôt chercher Nicolo Beltran par exemple, que je trouve intéressant aussi. Je vais voir où est-ce qu'il est. Il est là, Nicolo. Pourquoi Nicolo? Bon, il s'est échappé qu'une fois cette année. Ok, il a 40 jours de course. Bon, pourquoi pas. Il est pas exceptionnellement en forme. Bon, donc c'est pour ça que j'ai peut-être quelques hésitations. Mais
c'est quand même un coureur qui a tendance à s'échapper. Voilà, boucle de l'Aune, c'était quand même, voilà, c'était surtout en 2023. Regardez ce Tour d'Espagne. Donc, bon, il a jamais très bien fini, hein. Sa meilleure place, ça doit être, alors je compte pas la 16e place, c'est la 11e place, pardon. 11e place sur l'étape 11, mais surtout 1, 2, 3, 4, 5 échappés. Donc c'est assez incroyable. S'il pouvait refaire ce type de prestation, bah écoutez, on serait très content. Donc je trouve que c'est un profil intéressant et je le vois bien essayer de repartir en échappée parce que on voit qu'il s'échappe peu sur les autres courses qui sont des courses souvent d'un niveau inférieur, mais sur des très grosses courses, il sait qu'il a aucune chance. Donc à 6 crédits, pourquoi pas. Ensuite, Cofidis. Cofidis qui doit son salut en World Tour à des bons points dans la Vuelta, donc ils vont être offensifs, on va les voir. Alors, on a Brian Cocard, mais qui est très cher, hein, à 16 crédits. Bon, je le vois bien aller chercher des podiums, franchement, vu le faible niveau en sprint qu'il y a sur ce Tour d'Espagne. Derrière, Kerr, Herrada et Bourman qui vont aller chercher soit le général, soit les étapes. Faudra voir un petit peu quels sont leurs objectifs. En tout cas, celui qui m'intéresse, c'est Paul Ourselin. Paul Ourselin de la Cofidis, bon, qui était plutôt bien revenu là sur sa préparation. Bon, il a eu un petit virus, donc je crois qu'il a abandonné le Tour de Pologne. Mais il s'est échappé déjà 2 fois sur le Critérium du Dauphiné, une fois sur Tirreno. Et en 2000, c'était quand? Ouais, il s'échappe quand même beaucoup, hein, ce coureur, ça c'est toujours bien. Et en 2023, voilà, sur cette Vuelta, il s'est échappé 1, 2, 3, 4 fois. Et il avait notamment terminé 5ème sur une étape. Donc voilà, on espère qu'il puisse rééditer ce type de prestation, ce serait assez intéressant. Ensuite, Decathlon qui va venir avec Félix Gall, 5ème du dernier Tour de France. Voilà. Peut-être pour le général, sans doute à 17 crédits. C'est intéressant, je trouve. Pas très cher par rapport aux autres leaders. Mais il a la classification leader et on sait qu'on ne peut en prendre que 3. Donc ça, c'est quand même embêtant. Léo Bizio, la pépite de Decathlon, qui va faire son premier Tour d'Espagne. Moi, je le conseille pas, je le trouve trop cher. 16 crédits, c'est beaucoup. Mais je pense qu'on le verra sur plusieurs étapes. Bruno Armirail, qui avait fait un excellent Tour de France. On devrait le voir aussi à l'avant. 14 crédits, c'est quand même un peu plus cher, hein. Il était à 11 au Tour de France. Et moi, je l'avais sélectionné et il m'avait bien récompensé. Voilà, après, De Pestel peut être intéressant, peut-être sur des échappées. Et j'aime bien Clément Berthet, sachant qu'on sait qu'il part bientôt. Voilà, 13 crédits. S'il peut jouer sa carte dans des échappées, il peut être intéressant. Ensuite, Education First, qui finalement sera sans Richard Carapaz, son leader. Et c'est bien dommage, mais j'ai pas grand chose à dire sur cette équipe. Franchement, j'aime pas trop comment ils sont notés en termes de coût. J'aurais bien aimé Ryan ou Shaw, voire même Queen, mais je les trouve trop chers. Je les trouve trop chers. Chavez, pas du tout en forme. Mikel, c'est un peu trop cher aussi. Donc non, pour moi, c'est pas intéressant. Au niveau de la Groupama, qui vient avec les deux leaders, Guillaume Martin et Gaudu, c'est trop cher. Très franchement, 18 crédits, hors de question de payer ça pour ces coureurs-là. Surtout Gaudu, bon, voilà, il a plus son niveau d'antan, donc niet. Stephen Kung est très cher aussi, 17 crédits, même si on devrait le voir à l'avant. Voilà, après Rudy Mollard peut être intéressant, Brieux Roland, Braz Alfonso, ouais, pourquoi pas. Mais c'est trop cher. Encore une fois, je trouve que ces coureurs sont trop chers pour leur niveau. On a la Ineos Grenadier qui vient avec Egan Bernal. Egan Bernal qui a fait un top 10 sur le Giro, je crois, et qui veut essayer de gagner la Vuelta. Bon, on peut avoir des interrogations sur son niveau, mais bon, à voir. Si jamais il tient sur les premières étapes, ça peut être un coureur intéressant. On a Filippo Ganna qui va être peut-être là pour jouer alors peut-être pas les sprints finalement, mais au moins le chrono et peut-être quelques étapes. Mais 18, je le trouve très cher. Sheffield est intéressant à 14 points, Kwiatkowski aussi à 12. J'aime beaucoup l'Angelotti, le monégasque, à 11, qui a été très bon sur le Tour de Pologne et qui a remporté une étape incroyable. Donc il est en forme, ce coureur. Et ça, pour moi, ça peut être une très bonne pioche. Et je crois qu'Hamilton a abandonné et sera remplacé par
Je sais plus, par un sprinter de la Ineos. Je vais essayer de retrouver ça. Hop. Comment il s'appelle leur sprinter? Est-ce que c'est Ethan Hayter? J'ai un doute. Leur sprinter. Je crois que c'est Ben Turner. Voilà. C'est Ben Turner qui en plus est plutôt en forme. Il a fait un très bon Tour de Pologne. Donc à voir. Il faudra regarder combien coûte Ben Turner. Mais s'il est à moins de 11, je trouve que ce serait une très bonne pioche. Mais bon, j'y crois pas. Je pense qu'il sera à 13 à mon avis. Voilà. Et bon, pas grand chose d'autre à dire. Sur l'Intermarché, ça va aller assez vite. Menties, leader à 14. Bon, moi je le prends pas. Il a plus trop le niveau pour faire le top 10. Mais on le verra dans les échappées sur des étapes montagneuses. Arne Marit, le sprinter. Bon, pas grand chose à dire sur lui. C'est un second couteau quand même. Celui que j'aime bien, c'est Hartz. Le petit Hartz, Hub Hartz. Donc 23 ans. 23 ans, qui sort d'une 7ème place sur le chrono du Tour de Pologne. Voilà, une échappée de 189 km. 4ème du chrono des Pays-Bas. Voilà. Bon, c'est un coureur qui s'échappe pas mal. Et il a dit qu'il viserait les victoires d'étape. Donc je le vois bien tenter. Et à 6 pour moi, c'est un pic intéressant. Voilà. Sinon, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Sur la Israel Première Tech qui jouera les étapes, on a Vernon qui, je crois, sera leur sprinter attitré. Qui peut être intéressant à 12, c'est pas très cher. À voir quand même si c'est pas Jake Stewart qui est le leader. Voilà, Richie Tello qui visera peut-être plus les étapes. Mais celui qui m'intéresse beaucoup, c'est Marco Frigo. Marco Frigo, retenez bien ce nom. Hop, il est là, notre ami. Marco Frigo, déjà 52 jours de course, ok. Il a fait le Giro et s'est échappé 2 fois. Voilà. Il s'est échappé sur le Tour de Belgique. On l'a vu sur le Tour de Pologne, plutôt bien placé, il termine 7ème au général, donc il est en forme. Et en 2024, il avait fait une Vuelta exceptionnelle, puisqu'il s'était échappé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Il s'était échappé 6 fois. Il avait terminé notamment 2ème d'une étape à Junquera. Voilà, 5ème meilleur grimpeur, donc clairement, on aime ce type de coureur et à 13 crédits, vraiment je le trouve très très intéressant. À voir s'il faut le prendre dès le début, mais on le verra, lui c'est sûr. Et je le vois bien aller claquer une étape. Ensuite, on arrive sur une équipe très intéressante de ce Tour d'Espagne. C'est la Lidl Trek, équipe en forme, qui arrive avec Mats Pedersen. Mats Pedersen, qui fait une saison de dingue, on va pas se le cacher. Hein. Il est où notre ami Mats? Il est là. Mats Pedersen, qui a été extraordinaire. Il est à 50 jours de course. Il a remporté une étape sur Paris-Nice. Il termine 7ème de Milan-San Remo, 2ème du Grand Prix E3. Il remporte Gand-Wevelgem. Il termine 2ème du Tour des Flandres, 3ème de Paris-Roubaix. Il enchaîne avec un Giro où il gagne une étape, 2 étapes, 3 étapes, 4 étapes. Il s'échappe 2 fois. Il termine meilleur sprinter, bien sûr. Enfin, incroyable. Il devient champion du Danemark de chrono et termine 2ème de la course en ligne. Et on l'a vu reprendre tranquillement au Tour du Danemark, logique pour un Danois, et il a remporté 1, 2, 3 étapes, vainqueur du général, meilleur sprinter. Pas grand chose d'autre à dire, il s'est échappé même une fois, on l'a vu, il est costaud, hein, il est costaud, très très costaud, et il va jouer pour moi le maillot du meilleur sprinter, donc voilà. Il est très cher, 23 crédits, mais moi je trouve que c'est un incontournable de ce Tour d'Espagne. Sans doute le 2ème meilleur sprinter du plateau derrière notre ami Philipsen. Derrière on a Giulio Ciccone. Giulio Ciccone, l'italien, qui va être aussi une pioche intéressante à mon avis. L'italien qui sort d'un Tour d'Italie où il a dû abandonner et c'est bien dommage, mais il revient en forme. Il remporte la Classica San Sebastian, et de quelle manière. Et sur le Tour de Burgos, il remporte une étape, termine 5ème du général, meilleur sprinter et 5ème du classement de la montagne.
Il coûte 20 crédits. C'est un puncher grimpeur, donc les arrivées du Tour d'Espagne, ça lui correspond bien. La seule interrogation, c'est qu'il a dit qu'il ne visait pas le général et qu'il visait plutôt les victoires d'étape et le maillot de meilleur grimpeur. Alors, j'ai l'impression que de toute façon, peu importe son objectif, dans tous les cas, il rapportera des points. Et s'il vise les étapes et qu'il est actif, bah, dans tous les cas, ça reste quelque chose d'intéressant. Donc, moi, j'aime beaucoup ce coureur-là et j'aime beaucoup ce pic. Voilà, après, bon, les autres sont plutôt des coéquipiers qui vont être là pour les aider. Donc, mais très très belle équipe. En plus, on a Dan Hull, le très gros rouleur de la Trek. Donc, pour le contre-la-montre par équipe, il pourrait être dans les favoris. Ensuite, la Lotto, il y a du Viviani, mais pour moi, il n'y a pas grand chose à dire. Peut-être du Sepulveda, et encore. C'est vraiment une très très faible équipe de la Lotto. Hein. Voilà. Circuler, rien à voir. Ensuite, la Movistar, c'est une équipe espagnole, donc ils vont vouloir s'illustrer. On retrouve en tant que leader, puisque Enric Mas est absent. Je crois qu'il est blessé. Et c'est Pablo Castrillo, pardon, l'ancien de la Kern Pharma, qui avait remporté 2 étapes, je crois, l'année dernière, ou 2 ou 3, mais bon, il avait été exceptionnel. Cette année, il a fait le Tour de France, il a l'air cramé. Je pense qu'on le verra quand même, mais à 16 crédits, alors qu'il coûtait 10 crédits, je crois, l'année dernière. Ça me paraît risqué, mais ça reste un très très bon coureur qu'on verra sans doute à l'avant. Ensuite, on a Aular, leur sprinter, qui a été pas mal sur le Tour d'Italie, qui peut être très intéressant. Moi, je vous le recommande. Je le trouve un peu cher, mais si vous voulez un coureur moins cher que les deux monstres, que sont Mats Pedersen et Philipsen, bah, je vous recommande Aular. Ensuite, on a Javier Romo. Javier Romo, j'aime bien ce pic. Je vais pas vous le cacher. 13 crédits, c'est pas trop cher. Javier Romo, il avait fait une très bonne année l'année dernière, hein, il avait été exceptionnel. On l'avait vu, voilà, la 9e du Tour de Valence, 21e du Grand Camino. On l'avait vu 12e du Critérium du Dauphiné. Il avait fait un très bon Tour de France avec 2 échappées. Il avait été exceptionnel, hein, vraiment j'ai trouvé. 15e du Tour de Burgos. Et cette année, il s'est un peu cramé a priori, alors qu'il avait très bien commencé. Hein, 2e du Tour Down Under, 4e de la Cadel Evans Classique. Mais il a eu un coup de moins bien. A priori, il a fait du surentraînement et donc il a complètement flanché. Il a même dû abandonner, enfin, il a dû être retiré du Tour de France pour se reposer. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, a priori, de ce que j'ai lu, c'est que ça lui a fait du bien quand même de réduire son niveau d'entraînement. Et on l'a vu reprendre au Tour de Burgos. Et il est allé chercher une place sur une étape, donc il s'est échappé. Ce qui est bien parce que c'est vraiment un attaquant ce coureur. Et par contre, bon, il termine dernier des échappés, donc la forme n'est pas encore au top, ou la fraîcheur, mais je le vois bien faire quelque chose sur ce tour, sachant qu'il a dit qu'il ne viserait pas le général. Donc voilà, ça peut être une pioche, pourquoi pas. Après sinon on a du Garcia Cortina, toujours intéressant hein, sur le Tour d'Espagne. C'est des profils d'étapes qui lui conviennent bien, et à 11 crédits, il est pas très très cher. Voilà pour la Movistar. On enchaîne avec Q36.5 dans l'équipe de Tom Pidcock. Tom Pidcock, on devrait le voir sur certaines étapes. Est-ce qu'il visera le général? Il paraît que oui, mais bon, j'y crois pas trop. Il est très cher. 21 crédits, je trouve ça très très cher. C'est dommage parce que vraiment je trouve qu'il est très intéressant. On a Fabio Christen, le frère de Yann, intéressant aussi à 14 crédits. Et après, franchement, je vois pas d'autres coureurs très intéressants. On enchaîne avec la Red Bull qui va venir avec Jay Hindley, le leader, ancien vainqueur du Tour d'Italie. Et on aura aussi Giulio Pellizzari, l'italien, 18 crédits également, qui sera lui classifié en tant que grimpeur. Alors Pellizzari sera co-leader de ce que j'ai compris, mais il a dit qu'il viserait peut-être même plutôt les étapes. Alors je suis étonné parce que c'est pas trop son profil, mais moi je vois bien Pellizzari être très très bon en général. Voilà, donc à garder dans un coin de la tête, surtout qu'il est grimpeur, donc si vous avez à un moment donné dans le Tour d'Espagne 3 leaders, bah, vous pourrez peut-être prendre quelqu'un d'autre qui est bon au général. Fischer Black aussi intéressant,
À voir s'il aura l'opportunité de s'échapper, mais c'est un très très bon coureur. Voilà, peut-être Tim Van Dyke peut être intéressant sur des arrivées au sprint. Ensuite, on enchaîne avec la Soudal Quick-Step et Mikel Landa, le leader, l'Espagnol qui revient après une blessure au Tour d'Italie. Bah, il sera un tour en dessous, hein, Mikel Landa, il est vieux maintenant, donc c'est plus le Landa des grandes années. Bon, voilà. Après, on a Valentin Paré-Peintre, qui avait été très très bon sur le Tour de France. Il s'est échappé plusieurs fois. Il va chercher la victoire au Mont Ventoux. Et il coûtait 9 crédits, ce qui était assez exceptionnel. Là, vous voyez, il coûte 16 crédits sur des parcours qui lui conviennent mieux. Mais je trouve que c'est trop cher. 16 crédits, c'est quand même très très cher. Je suis bien plus intéressé par le petit Le Cerf à 13 crédits que je trouve intéressant. Est-ce que je l'ai par là, Junior Le Cerf? Ouais, je l'ai ici. Qui vient de remporter le Tour de Tchécoslovaquie, enfin Tour de République tchèque. Voilà, on avait vu un petit peu au Tour de Suisse. Il avait été pas mal hein, sur le Tour de Catalogne, hein, 14e, c'est vachement bien. Tour de Romandie, 8e. Il était vraiment en forme à ce moment-là. 8e du Tour EAE. Enfin, ouais, ouais. Bon, il est à 46 jours de course, ce qui est relativement correct. Et l'année dernière, il s'était échappé dans 2 étapes de la Vuelta. Voilà, donc il avait terminé 4ème, notamment à Bayonne. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, ce coureur il est pas mal. À 13 crédits, c'est pas très cher. Et celui que j'aime bien aussi, c'est Garofoli, qui est un ajout de dernière minute. Gianmarco Garofoli, 22 ans. 22 ans. Et ce coureur, 51 jours de course, c'est pas mal. 22e du Tour d'Oman, 44e du Tour de Catalogne, 31e du Tour du Pays Basque. Il a fait le Tour d'Italie. Et il s'est échappé 3 fois, avec notamment une 7ème place et une 4ème place à Sestrières, donc époustouflant je trouve. Il termine 8ème du championnat national du chrono, il termine 37ème de la Classica, donc ça veut dire qu'il est quand même sur une pente ascendante. Et voilà, il vient de terminer 42ème du Tour de Burgos avec une 14ème place à Buniel. Je me rappelle plus du profil, ouais, c'était plutôt plat. Donc à 6 crédits, vraiment, ça me semble être trop beau pour être vrai presque. Voilà. Jayco Alula, Ben O'Connor, qui vient pour jouer le général à 20 crédits. C'est intéressant, je pense que c'est intéressant, toujours Ben O'Connor, même s'il a l'habitude maintenant de plus de jouer les étapes et de se repositionner comme ça, donc est-ce qu'il le fera? À voir. Eddie Dunbar, pour moi, n'est pas vraiment un leader. Je l'aurais mis plutôt peut-être en grimpeur parce qu'il va aller jouer les étapes. Il en avait gagné une l'année dernière, 16 crédits, bon c'est un petit peu cher, mais ça me paraît intéressant si jamais on voit qu'il joue les victoires d'étape un peu comme Timen Arensman au dernier Tour de France. Bowman, j'aime bien aussi sur des étapes à 10 crédits. Et Harper aussi, mais qui est un peu cher, à 15 crédits. On arrive vers la fin. La Team Picnic qui va devoir aller chercher des points pour se sauver. Sans leader puisque Max Poul est malade. Donc malheureusement, qu'est-ce qu'il leur reste? Van Uden est un très bon sprinter qui avait gagné une étape sur le Giro. Donc à 13 crédits, lui c'est une très bonne pioche. Vermark, je pense qu'il est pas mal ce coureur. Je crois qu'il part vers UAE, il me semble d'ailleurs l'année prochaine. Peut-être qu'il essaiera d'aller chercher des étapes, donc à 13 crédits, ouais. Garder un oeil sur lui. Et j'aime bien aussi Lemrez. Bon, prononciation, je suis pas sûr. 10 crédits. Où est-ce qu'il est notre ami Lemrez? Il est là. Il s'est échappé 3 fois sur le Tour d'Italie. Donc ça c'est toujours intéressant. Il s'était échappé sur Tirreno Adriatico. C'est pas un coureur qui termine vraiment bien. Hein. Il fait quand même une 9ème place, mais bon. C'est souvent quelqu'un qui finit loin. Par contre, il a tendance à s'échapper. Et l'année dernière, sur la Vuelta, il s'est échappé 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et il avait fait 2 6ème places. Donc voilà, un profil attaquant à 10 crédits. Voilà, je trouve ça intéressant aussi. On arrive sur les 3 dernières. Et on a notre favori, la Visma Lease qui arrive avec une grosse armada. Vingegaard, leader, 25 crédits. Qui coûtait 24, je crois, au Tour de France. Mais là, pour moi, il sera quand même le favori. Il sera devant. Donc je pense que c'est un indispensable encore une fois. Matteo Jorgensen, qui je pense sera plus devant enfin, sur ce Tour d'Espagne par rapport au Tour de France. 17 crédits. Bon, intéressant. On a Sepkus, le tenant du titre. Non, un ancien vainqueur, pardon. Je crois que c'était il y a 2 ans qu'il a gagné. 17 crédits, c'est cher, mais
À voir si il a la possibilité de partir dans des échappées. Ensuite, on a Ben Tulette, très intéressant ce coureur-là aussi. Assez jeune, il grimpe très bien et il coûte 15 crédits, c'est pas énorme. Donc à retenir. On a Axel Zinglet qui sera là pour les sprints. 13 crédits, c'est pas beaucoup. Il est en forme. Je pense que c'est intéressant, ouais, Zinglet. C'est un très bon profil. Ensuite, on a Campenarts qui peut être intéressant, 12 crédits. Parce que Campenarts, il s'échappe très souvent. On va aller voir rapidement. Mais Victor Campenarts, il s'est déjà échappé sur le Tour de France. Voilà, 1, 2, 3 fois. Avec notamment une deuxième place à Carcassonne. Et l'année dernière, qu'est-ce qu'il nous avait fait de beau? Il avait fait la Vuelta et s'était échappé 3 fois. Et il avait même pris une 6ème place à Santander. Donc voilà, notre ami Campenarts, c'est toujours quelqu'un de sous-côté. Donc pourquoi pas. Ensuite, la deuxième grosse armada, c'est UAE bien sûr. Avec 2 leaders qui peuvent pas se blairer. Joao Almeida, qui revient après sa chute lors du Tour de France. 20 crédits, très en forme. Mais il a beaucoup couru, donc c'est juste mon point d'interrogation sur ce coureur-là. Le profil du Tour d'Espagne, ça lui correspond pas trop, parce que lui c'est un diesel, hein, il accélère pas trop, il va vraiment tranquille, et puis il cherche son rythme, et quand il a assez un rouleau compresseur. Mais les montées du Tour d'Espagne, c'est quand même plutôt des montées très pentues, très raides, très courtes, et il faut aller très vite sur un bon rythme, donc à voir. Mais ça reste un des 2-3 favoris. Et l'autre favori, c'est Juan Ayuso, l'Espagnol, enfin dans la catégorie meilleur jeune. Et bon, par contre, notre ami Ayuso, il n'aura pas l'équipe avec lui, hein, parce qu'on sait que c'est très compliqué entre Ayuso et le staff de UAE. Alors a priori, c'est le Dossard 1, ça je savais pas. Comme quoi, ils veulent peut-être lui faire plaisir. Et Juan Ayuso était parti pas mal sur le Tour d'Espagne, le Tour d'Italie, pardon. Il avait remporté une étape notamment. Mais avait dû abandonner. Je crois qu'il avait eu, je sais plus si c'était une chute ou, mais bon, il avait dû abandonner alors qu'il sortait d'un très bon Tour de Catalogne, d'un très bon Tirreno Adriatico. Enfin, il était sur une très bonne pente et il a repris 39e au Tour de San Sebastian, à la Classica, et deuxième du circuit Getxo. Donc, moi j'aime beaucoup Ayuso ou Almeida. Je pense que l'un des deux c'est quasiment nécessaire. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut dire? On a les deux lieutenants, Jevine et Marc Soler, qui avaient fait des Vuelta incroyables l'année dernière. Mais c'était sans leader. Cette année, je suis pas sûr qu'ils aient trop l'opportunité de s'illustrer. Si c'est le cas, Marc Soler, c'est un incontournable. Et enfin, on va terminer avec la Astana, qui va aussi essayer de chercher des points pour se maintenir. On a du Terrada à 15 crédits que je trouve un peu cher. On a Lorenzo Fortunato, très en forme. Fortunato qui a été incroyable sur le Tour d'Italie. Il s'est échappé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Il gagne pas d'étape, mais il termine notamment deuxième à San Valentino. Et il termine surtout meilleur grimpeur. Il s'est échappé aussi sur le Tour de Suisse. Et sur le Tour de Burgos, on l'a vu très en forme, puisqu'il termine deuxième au général. Et quatrième du classement du meilleur grimpeur. Il va jouer le classement du meilleur grimpeur à mon avis. 15 crédits, c'est pas très cher. Le seul bémol, c'est qu'il est classifié en tant que leader. Et ça va peut-être nous poser problème. Parce que c'est limité à 3 coureurs. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce pic. Higuita peut être intéressant à 13 crédits. Pouls aussi à 12. Voilà. Et puis Vinokourov aussi peut-être sur des échappés qui n'ont aucune chance d'aller au bout. Voilà. Écoutez, c'était peut-être un peu long, mais au moins c'était exhaustif. Et je vais vous montrer peut-être une équipe qui moi me fait envie pour le moment. J'ai commencé à faire, mais j'hésite encore sur 2 structures. Donc pour moi, l'interrogation c'est est-ce qu'il faut mettre des sprinters? Est-ce qu'il faut garder la même équipe sur tout le Tour d'Espagne? À la différence du Tour de France, où on avait vraiment une structure plat, vallonné au début et ensuite montagne. Là, on a de la montagne dès le début. On a même un chrono par équipe. Et en fait, il y a de la montagne tout le temps. Et il y a très peu d'étapes pour les sprinters. Donc,
si vous jouez avec beaucoup de sprinters, puisque les deux sprinters qui sont incontournables, c'est Pedersen et Philipsen. La première approche, c'est de dire, je les sélectionne les deux, et je vais les éliminer, enfin je les sortirai au moins à l'étape peut-être 4, voire à l'étape 8, qui serait le dernier moment pour moi, après où on a une étape de plat, et ensuite la prochaine étape de plat, elle arrive vraiment, elle arrive à l'étape 15, même pas, étape 19. Donc en fait, au-delà de la 8ème étape, ça sert à rien de conserver des sprinters. Peut-être que Pedersen peut se garder parce que c'est un coureur qui veut jouer le maillot du meilleur sprinter et qui va beaucoup en échapper. Mais c'est c'est vraiment le seul gars que je conserverai en termes de sprinter. Sinon, voilà, donc si jamais vous prenez Pedersen et Philipsen, il faudra les sortir à un moment donné et vous allez jeter des transferts, ça c'est sûr. Donc, une autre approche, ça pourrait être de partir avec une équipe qui est bonne pour quasiment tout le Tour d'Espagne. Moi, je partirais déjà donc sur Vingegaard qui me semble incontournable, Pedersen qui me semble incontournable aussi, sur les étapes de plat et un petit peu vallonné, Ayuso parce que je pense qu'il sera l'un des plus grands rivaux peut-être le plus grand rival de Vingegaard. Il grimpe bien, il roule bien, il a une très bonne équipe pour le chrono par équipe et il est dans la catégorie meilleur jeune. Donc pour moi, c'est un incontournable. Ensuite, j'aime bien Giulio Ciccone. C'est lui que je sélectionnerai ici. Sinon, pour moi, l'autre qui peut être sélectionné, donc peut-être Philipsen, on va essayer, mais et sinon, c'est notre ami Fortunato et qui permettrait de laisser un peu plus de crédit. Mais je vais rester sur la première équipe que j'avais composée et on va voir ce que ça donne. Donc Ciccone. Ensuite, on va aller chercher des coureurs qui sont pas chers du tout. Voilà, qui sont à maxi 6 crédits. Et à maxi 6 crédits, donc j'aime bien Hartz, j'aime bien Garofoli, j'aime bien Ourselin, Nicolo. Tac, ces deux-là pourraient être pas mal. Et on pourrait même aller chercher peut-être à 7 crédits, un Delacaille. Tac. Et ce qui ferait qu'il reste 13 crédits. Voilà. Et à 13 crédits, on pourrait aller chercher Vergali. Enfin, Marc Frigo, ça ce serait pas mal. Donc vraiment, Marc Frigo, je pense que ça peut être vraiment très très bien. Sinon, à la place de notre ami Frigo, j'aime bien aussi Javier Romo. Voilà, ça ferait une première équipe que je trouve très compétitive, avec le stage winner sur Pedersen pour commencer. On va voir si Ciccone finalement je le conserve. Sinon, on pourrait avoir une structure différente avec notre ami Philipsen, mais tout de suite ça va être plus compliqué. Parce que si on a Philipsen, on voit que là on n'a pas assez de crédit. Clac, on va chercher Philipsen et il reste 11 crédits. Donc on voit encore déjà on est un petit peu limité. Et si on va chercher 11 crédits, qui c'est qui est intéressant? Choumil peut-être. Sinon, qui c'est que j'avais repéré? Garcia Cortina, pourquoi pas. L'Angelotti. Ouais, l'Angelotti peut être vraiment très très bien. À 11 crédits, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est difficile après de trouver vraiment quelqu'un qui est intéressant. L'Angelotti, si vous voulez, ouais, prendre un petit peu de risque. Sinon, je pense qu'il faudrait descendre encore et aller chercher peut-être plutôt à 8 crédits. Et à 8 crédits, je verrais bien un vert. Voilà, ça ferait une équipe un peu comme ça. Et dans ce cas-là, Philipsen pour moi serait le stage winner bonus. Bon, voilà, écoutez, ben, c'était un petit peu la preview que je pouvais vous montrer. Et au niveau des ligues, donc j'ai créé la ligue French Fantasy. Voilà, donc ben, écoutez, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous connecter avec le lien et puis comme ça vous vous inscrivez dans la ligue et on verra qui fait le meilleur résultat à la fin de la Vuelta. C'était French Fantasy. Voilà, si vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire. Je suis curieux de savoir votre équipe. Qu'est-ce que vous pensez prendre comme stratégie déjà?
Est-ce que vous avez une équipe pour la première partie ou une équipe qui est censée faire toute la Vuelta? Quelles sont vos bonnes pioches? Quels sont voilà, les coureurs sur lesquels vous pensez que je devrais peut-être m'orienter? Allez, je vous dis à la prochaine et puis bonne chance à tous. Ciao.